Voilà, donc ici donc, après avoir vu tout ce qu'on a fait là, d'accord. Donc, on va voir les outils. Alors, tout ce qu'on a parlé, on a vu beaucoup de choses, des de réponses, alors que le coup est effectivement lié à tout ce qui est morphologie, dynamique. Tout ce qu'on a vu, les différentes réponses, ça nous permet justement, ça nous permet de faire des modélisations. En dans ces thématiques-là, on aspire plus un peu à la modélisation. Tout à l'heure, je disais que modéliser, c'est faire un modèle, construire un modèle, demande d'avoir beaucoup d'informations. C'est un concept, c'est un outil en fait. C'est un outil qu'on met en place. On met en place pour une meilleure gestion d'un phénomène, pour prévenir un phénomène. C'est un outil qu'on met en place. Un outil qu'on conçoit, avec beaucoup de précision, avec beaucoup de tact, qui nécessite d'avoir beaucoup d'informations, beaucoup de données historiques, parce que ici, nous, dans notre cas, ici au Pirate, nous, on va beaucoup miser sur tout ce qui est résolution temporelle, spatiale, comme je le disais. C'est ça. Réussi, c'est-à-dire réussi modélisation. C'est un aspect qui est très méticuleux, qui est très, pas aussi complexe, mais qui demande vraiment beaucoup d'informations hein, à avoir. Voilà. Donc, on va parcourir un peu, voir de quoi il s'agit en termes de modélisation. Morphodynamique et sédimentaire. Je rappelle que, comme nous sommes dans une zone côtière, effectivement, il y a des outils spécifiques. Spécifiques en zone côtière. C'est ça, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, ici, c'est ça, en monolithe spécifique en zone côtière. Ce que, si moi je vais utiliser par exemple ArcGIS, je vais utiliser les logiciels qu'on a, ça peut se faire, on peut simuler, hein. On peut simuler certains phénomènes. Ça. Mais en zone ArcGIS, c'est tout le monde, que ce soit dans le domaine des routes, dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine de. ArcGIS fait un peu de tout. Mais en zone côtière, tout ce qui est moyen de zone côtière, il y a des outils spécifiques qui ont été créés pour ça. C'est la zone côtière est une zone un peu spécifique là, qui a ses réalités, hein, qui a ses réalités. Et donc, c'est quoi certains outils ont été mis en place pour permettre à nos étudiants, à nos chercheurs d'avancer, d'apporter des modifications, de renforcer la compréhension de ces outils-là. Donc, suivez attentivement ce qu'on va présenter ici. C'est quoi? Voilà, c'est bon maintenant. Alors, donc justement, tout à l'heure, je disais que ça demande d'avoir des informations, beaucoup de données historiques. Parce que modéliser, c'est arriver à concevoir un outil pour une meilleure gestion d'un phénomène. On veut prévenir, on veut construire quelque chose. On dit attention, voilà ce qui s'est passé sur telle période. Pour ça, là, voici des phénomènes qui sont survenus dans nos zones côtières. Ça peut être un glissement de terrain, ça peut être une érosion, ça peut être une submersion marine, ça peut être une inondation fluviale. Donc, il y a beaucoup de choses, par exemple. Alors, donc, nous, en zone côtière, comme il y a beaucoup de ces phénomènes-là, il faut trouver une solution. Il faut trouver un moyen de prévenir ces phénomènes qui ont eu lieu de telle période à telle période. Ça veut dire qu'il faut nécessairement, avant de construire mon modèle, que j'ai des informations, que je fasse un terrain, que je fasse la bibliographie sur ce qui est fait, mais ce qui a été fait. Et donc, ça veut dire que si je dans une zone, c'est exactement le terrain, par exemple, que je vais modéliser. Donc, il faudrait que je fasse sur le terrain pour collecter des informations, c'est-à-dire à l'état actuel. Toutes les prévisions que je vais faire vont se baser sur ce qui se fait actuellement. Ce qui se passe actuellement, toutes les données que j'ai actuellement. C'est-à-dire antérieurement et puis actuellement. Ça veut dire, là, en haut, c'est bien marqué paramètres météo-marins physico-chimie. Donc, quel que soit en zone côtière, là, le phénomène a décrit, en général, les paramètres météo-marins, il faut les prendre en compte. Tout ce qui est vent, données de vent, données de houle, les niveaux de marée, hier on a parlé, les courants, la salinité, la température, la turbidité, beaucoup, tout ça. Si, par exemple, vous voulez faire, par exemple, une modélisation, par exemple, en pollution, je ne sais pas, en pollution marine,
pollution marine, par exemple, ou sur l'acidification de l'océan, ou bien je ne sais pas quoi. Et par exemple, la salinité, la température, la volatilité, ça, c'est ça les paramètres clés. Voilà. Si aujourd'hui, à l'heure, je ne sais pas quelle est la température de surface de l'océan, ben, qu'est-ce que je vais modéliser? Si je ne connais pas le niveau de salinité des eaux à l'état actuel, qu'est-ce que je vais modéliser? Quelle position je vais modéliser pour après? Si je ne connais pas, c'est ça. La turbidité, la densité des eaux, tout ça, à l'état actuel. Et quand on donne ces éléments-là, c'est au niveau de l'océan, au niveau de l'estuaire, hein, au niveau de l'océan, s'il y a des lagunes, par exemple, quand on parle dans nos cas, ici, par exemple, on a dans nos zones côtières, les lagunes et puis il y a des embouchures, et les lagunes sont à proximité. Les lagunes, et on sait que les lagunes communiquent avec la mer, tout ça. Voilà. Souvent même, il y a quand on, le courant de nos eaux là sont très faiblement à nos eaux, c'est la mer même, souvent la mer rejoint les lagunes. Quand la mer, quand le niveau de marée est un peu élevé là, on voit que ça traverse même les sites côtiers qui sont là et il y a un déversement des eaux lagunaires, des eaux marines dans les cours d'eau. Donc, il y a donc l'eau de mer qui est salée. Donc, si il fait un taux de pollution, les taux de salinité, ça c'est clair. Il ne peut pas c'est pas la peine. Si mon travail consiste à faire une pollution d'eau marine, la pollution marine, c'est pas de quelle zone de Côte d'Ivoire jusqu'en 2030, non. Aujourd'hui, à l'état actuel, tout ce qui est salinité, si je dois faire des mesures de terrain, par exemple, aller mesurer la salinité dans les eaux de mer au niveau sur un niveau, par exemple, ce qu'on appelle la zone d'influence, c'est une zone qu'il faudra délimiter, par exemple. Donc, des mesures de terrain sont effectuées là-bas au niveau de la mer et aussi au niveau de ces lagunes concernées là pour voir jusqu'où, par exemple, on pourrait faire, jusqu'où, par exemple, analyser tout ce qui est salinité, jusqu'où. C'est pas dans tous les plans, mais on définit la même zone. Voilà. On définit par exemple une zone, on va appeler les conditions limites. Il y a, voilà, ça c'est le thème clé pour une modélisation. Les conditions limites, c'est les conditions qui vont nous permettre de voir jusqu'où certains paramètres peuvent être utiles, dans tous les sens. Voilà, jusqu'où ces éléments-là pourraient impacter, pourraient nous servir, par exemple. Si au niveau de la pollution, c'est de donner salinité, quels sont les secteurs qui peuvent être concernés par cette salinité, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que la salinité puisse être mesurée jusqu'à ce niveau-là? Les éléments qu'il faudra prendre en compte, tubilité, ces éléments-là. C'est ça, en fait. Voilà. Si c'est au niveau de l'érosion, modéliser l'érosion, bon, ça, il n'y a rien à faire. On sait que tout ce qui est marée, les roules, tout ça, c'est clair, c'est des données qu'il faudra avoir des données historiques. La zone concernée, la zone qui me concerne de travail aujourd'hui, là, vraiment des données historiques sur la roue, sur le niveau de marée, sur les courants. On en parlait, sur les courants, sur tous ces éléments. C'est pas fini. Par exemple, le marin, physico-chimie, au niveau de la morphologie, une érosion. Je n'ai pas fait un modèle d'érosion sans avoir des informations sur le trait de Corse, sans avoir des informations sur la topographie de la zone, sur la bathymétrie de la zone, la bathymétrie, les profondeurs, là, la profondeur lagunaire, profondeur marine, profondeur marine, les informations sur la topographie, la bathymétrie, le trait de Corse, les paramètres comme la géophysique, la géotechnique, avec les sondages, géotechnique, les sondages, ça, géotechnique, c'est évaluer les niveaux de sol, là. Sol, là, géotechnique, faire des sondages, évaluer les profondeurs. Après, est-ce que la résistance au niveau des sols, par exemple, voilà, tout ça, c'est bien dans un modèle, par exemple. Après, est-ce que le sol est résistant? En milieu estuaire, c'est très difficile. C'est-à-dire le sol, les sols marins, les profondeurs marines, est-ce qu'il y a des sites qui sont plus résistants que d'autres? Quelle est la résistance de ces sols-là, par exemple? Même sur le cordon sableux, par exemple, le cordon sableux, les sols, c'est vrai que c'est des sédiments, mais c'est un sol qui est là. Est-ce que les sols sont plus résistants que d'autres? La nature, ces sols-là, la géotechnique, tout ça. La géophysique, tout ce qui est la question sismique, par exemple, au niveau de la résistance, au niveau des équipements, il faut mesurer géophysique, par exemple, les résistances, tout ce qui est avion sismique, et la réponse, le courant, la conductivité, au niveau du courant électrique, comment la répondre quand on met l'appareil dans au bout des eaux, comment ça répond, tout ça. Tout ça, c'est l'information qui
qui nous intéresse quand on fait un modèle. Tout dépend du travail exact qu'on nous demande de faire. Tout dépend du travail qu'on nous demande de faire. Donc, ces éléments, pêle-mêle comme ça, il y en a beaucoup, hein. On a cité quelques-uns, il y en a beaucoup. Je sais pas, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Les paramètres physico-chimiques, il n'y a pas que ça. C'est vrai, ça, c'est les grands paramètres, salinité, température, couleur de l'océan, point de pollution. Couleur de l'océan, ça intervient. Motilité, densité, les hydrocarbures, tout ce qui est paramètres physico-chimiques, il y en a beaucoup. Les métaux lourds, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il faut faire moi, des mesures de terrain. Il faut que je fasse sur le terrain pour aller à la recherche de données, collecter des données actuelles, c'est vrai, des données historiques, à travers la bibliographie, à travers les sites où il peut télécharger des données, et puis à l'aide là, des données que moi je peux avoir. Donc, ça nécessite d'avoir du matériel. Ou être dans une côtière, c'est un peu délicat, ces équipements-là, ces équipements, pour les avoir, il faut aller dans la lagune, il faut aller dans les. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que quand on dit topographie, la bathymétrie pour avoir la profondeur marine, donc il faut avoir un hors-bord. C'est ça, en fait, avec les projets que je sors dans mon hors-bord. Hors-bord, la bathymétrie, il y a le sol, par exemple. Quand tu mets au fond de l'eau, ça donne la réponse, la hauteur. Ça veut dire que bathymétrie, c'est la profondeur de l'eau. La profondeur. Donc, il faudrait que je sois dans mon hors-bord. Je ne suis pas sur la. C'est pas sur la terre, hein. Je suis dans la ville, par exemple. Je suis dans le hors-bord, dans la pirogue. Et puis, je peux maintenant, j'enfouis maintenant la sonde là, bathymétrique là, et la réponse, ça, vraiment, ça apparaît comme ça. Et ça te donne, quand tu mets dans l'eau, ça te donne la réponse, la hauteur. Là où tu arrives là, la hauteur, c'est 4 mètres avec 4 mètres. Et tu continues dans ta zone d'influence. Donc, c'est, ouais, en milieu côtier, ça doit être très sensible, très délicat. Donc, les équipements, ça doit avoir des hors-bords, des petits en mer, des bateaux. Même en mer, ne serait-ce que là, ne serait-ce aussi, c'est la mer, ne serait-ce que les premiers mètres, la première zone, en mer, voilà, au niveau du delta, ce qu'on appelle la zone du delta. La première zone en mer, pas là-bas, c'est un bateau, c'est la mer, l'océan. C'est l'océan. Donc là, c'est délicat, hein? C'est délicat. Bon, en général, si c'est en mer, par exemple, les données de roule, par exemple, de nos choses, bon, c'est pour ça qu'on a des sites satellites, on a des données satellitaires, hein, comme les, voilà, pour télécharger pendant les données. Si moi j'ai des données de roule, par exemple, dans la zone là, on n'a qu'à télécharger les données de roule, peut-être à tel pilote, à défaut dans la mer, par exemple. Mais en milieu lacunaire, effectivement, tout n'est pas sur les sites. Tout n'est pas sur les sites. En général, ceux qui vont faire les thèses, les masters, les thèses, normalement, on peut aller sur le terrain. La topographie, il fait une érosion en topographie. Et vous avez donné un exercice fresco. Mais fresco, il y a la vue de fresco, la vue de fresco. Et, alors, si on est doit avoir là-dessus, c'est d'avoir une vision en gros, si on est dans la zone de fresco. La lagune de fresco, on a appelé lagune parce que, comme évidemment, les mangroves là sont pas regroupés dans un seul endroit, les mangroves là longent la lagune autour. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. Mais comment il faut vous avoir? Comment il fait? Parce qu'effectivement, sur les images, je peux les avoir, mais il faut faire un terrain. Ah, vous faites un terrain, ça, il n'y a rien à faire. C'est une thèse. Alors, comment il faut le terrain? Il faut louer. Bon, aller sur la lagune, je m'attaque, c'est vrai, devant moi, je m'attaque tout ça, il y a tous les éléments, et je m'oriente ensuite, je dois aller à mon corps. S'il y a un pêcheur, en général, un pêcheur de la zone qui connaît bien le terrain, c'est pas moi qui ai pêché, c'est le terrain qui me conduit. Ah non, on doit aller ici. Lui, c'est où passer, parce qu'il faudrait faire attention au niveau des eaux, les zones où ils savent où on passe, les zones où on passe pas. Voilà, si la profondeur, si la zone n'est pas propice, s'il y a des contraintes, par exemple, c'est là, voilà. La zone, le secteur n'est pas navigable, on ne passe pas là-bas. Les équipements ont fait la recherche, il faut pas les mouiller aussi. Voilà. Donc, pour ces éléments, c'est vraiment le gain. C'est pour ça, en milieu côtier, là, c'est un peu difficile. Les projets qu'on a ici actuellement, bon, c'est les blancs qui veulent faire ça. Hein. Parce que la géophysique, la géotechnique, par exemple, c'est de gros ouvrages qui vont envoyer dans nos eaux. Hein, gros ouvrages avec la technique de pointe pour avoir des informations sur la géotechnique. Souvent, on n'a pas ça. On peut aller sur le terrain feuille rouge, souvent on les a, mais dans la lagune, là, voilà. Donc, il faut aller sur le terrain, aller collecter les informations, que ce soit des données satellites. Terrain, en temps réel, données réelles, ou bien les données, ou bien télécharger les données sur nos sites.
Alors, effectivement, il y a tellement de logiciels de modélisation. Il y a des outils qui nous permettent de modéliser les modélisations dans la zone côtière. Alors, Tomahawk, par exemple, ça c'est un logiciel français qui est spécialisé dans un modèle de propagation de la roue. Tomahawk. Propagation de la roue. Comment la roule depuis le large jusqu'en zone, jusqu'à arriver à l'arrivée au niveau de la côte là, sur la comment la roue se propage donc depuis. Donc, un modèle de propagation depuis le large, propagation de la roue jusqu'à submerger les côtes. Donc, beaucoup, ça a été longtemps utilisé Tomahawk, a été longtemps utilisé pour. Donc ça, c'est le phénomène de la submersion marine. La submersion marine. Tomahawk a longtemps été utilisé par les Français pour modéliser la propagation de la roue. Les télémaques, c'est le modèle français aussi, les outils que les Français ont conçus pour faire des modélisations sur le plan morpho, c'est-à-dire sur le plan la dynamique côtière, là, dynamique côtière, sur l'hydrodynamisme, sur l'écoulement des eaux. Ça, sur la côte, la morphologie de la côte, le comportement de la côte, donc ça veut dire au niveau de l'érosion, tout ça. Et pour le plan sédimentaire, modèle sédimentaire. En fait, dans ces modèles-là, il y a. Ce que je disais, c'est l'outil est là, avec les maps. Généralement, quand tu l'as, c'est la même chose, hein, de données d'entrée. Données d'entrée, quand tu vas cliquer sur File, tu vas donner des données d'entrée. C'est des données qu'il te faut. Si c'est un volume hydro-sédimentaire, par exemple, ça te demande d'avoir peut-être, dans la zone là, et quel est le niveau quel est, par exemple, la hauteur des eaux de la zone, par exemple. Quel est, par exemple, quels sont les éléments, quel est par exemple, la taille des grains, le sédiment dans la zone, par exemple. C'est la taille variée en combien de 0,2 micro, 3,2 micro, tout ça, me donne entrée. Parce que pour connaître le comportement des sédiments, alors plus tard, à l'état actuel, quel est le niveau de sédiment. Donc, on dit en ces zones-là, c'est la taille des sédiments. Ça, pour enseigner, quand tu ouvres le modèle, ça te donne des informations dedans. Taille des sédiments, pollution de l'eau, quand vous faites des analyses, les paramètres varient entre ça. Donc, tout ça, c'est des éléments d'information qu'on met dans le modèle. Mais eux, on a conçu, les éléments qu'on a conçus, c'est les données d'entrée qu'il faut mettre, qu'il faut rentrer maintenant pour faire des simulations, des prévisions sur le long terme. Alors, en fait, 2D ici, 2D parce que c'est en 2 dimensions, on peut faire des modèles en 2 dimensions, et les modèles en 3D. D'avoir, par exemple, comportement en 3D, pour nous, la hauteur, la zone, par exemple, comment ça va varier le volet Z, le hauteur. Donc, typiquement, Morpho et sédimentaire. C'est les Français qui ont conçu ça. Alors, les Hollandais, eux, ont conçu le modèle d'Efton. Ça, il y a longtemps. Hein. Ils ont plein de modèles. Il y en a plein. Les Danois, il y a plein de modèles qu'ils ont conçus. Les Hollandais sont très, très, très forts. Pour tous ces modèles côtières, l'F3D. Ça, c'est moi, excusez-moi, dans ma thèse, par exemple. L'F3D, c'est les Hollandais qui ont fait ça. Ils sont des grands spécialistes en toutes ces modélisations morpho-sédimentaires. Ça, c'est. Après, c'est les grands patrons. Eux, c'est les grands patrons. Eux, un peu dans tout le. Voilà. Voilà. C'est là pour les mots, c'est bien ça. Il n'y a pas machin. Les gens sont naturels. Il y a pas machin. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ici, c'est eux, dans tous les pays du monde, tous les problèmes, quand les tsunamis, si on a rien, tsunamis dans les pays en Indochine, c'est les Ougandais qui. C'est eux. La Hollande, c'est un pays qui a subi. Il y avait une tempête à l'époque, dans l'année 1950, il y a que 3000 morts. Le 3000 morts. Ça veut dire qu'on a fait guerre, les 3000 morts, c'est l'eau qui a tué la population, 3000 morts. Pourquoi ça fait plus de 3000 morts même. Il y a une partie de l'Allemagne, la Belgique. Hein? Donc, depuis le début, ils ont vite compris qu'il fallait résoudre le problème de la gestion des eaux depuis le début. C'est pas là-bas, l'eau, l'école de l'eau, si au Brésil, à l'école primaire, on enseigne le sport, le football,
là-bas, depuis l'époque plus ancienne, la question de l'eau. Et pourquoi encore? Parce que là-bas, il y a le tiers du pays est sous l'eau. Il y a des vidéos hein, où les ponts sont situés, les ponts sont situés sous l'eau, sous la mer. Là-bas, voilà, parce que le tiers du pays, il y a une partie du pays qui est en dessous du niveau de la mer. Le niveau de la mer, c'est zéro. Quand tu vois ton GPS, quand tu dis que le code, c'est avec le zéro, il y a une partie du pays qui est en dessous du niveau de la mer, qui vit en bas de la mer. C'est tout ça qu'il y a des inondations. Donc, l'eau, à l'école primaire, enfin, l'eau, c'est leur affaire. L'école de l'eau, c'est leur affaire. Donc, ça fait que c'est des spécialistes là-bas. Quand spécialiste, ici, on a quelqu'un de l'UFR qui a fait une formation là-bas. Je m'appelle Alomé. Alomé qui a soutenu bientôt là, qui a travaillé, qui a été formé à Deltares. Deltares, qui est là, le Villeur Institut là. Ils font la formation en mobilisation. Donc, il y en a, ils ont plein de modèles. Ça, c'est les ça pour ça. Actuellement, en 2021, ils ont plein de. Voilà. Donc, il y en a autant de logiciels, autant pour cette mobilisation. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Sans oublier que les petits outils qu'on a ce que j'ai mis dans les outils de l'époque là, comme les DSAS, ce sont des outils aussi, qu'on peut s'en servir, faire là. Mais vraiment, où est ça? On peut les appliquer pour faire une route, ou bien pour faire construire, c'est pas, une usine dans la carte. C'est en zone routière. On est en zone routière. Ça là, c'est en zone routière. Voilà. Et il y a en hydrologie, par exemple, il y a des outils aussi, ceux qui font les eaux souterraines. Tous ceux qui travaillent les hydrogéologues, par exemple, les outils de modélisation. Parce que la modélisation, ils vont avoir, comme c'est quelque chose de fin, ils font des outils spécifiques appliqués à ce domaine. Ceux qui font l'écoulement des eaux, ils ont aussi des modèles d'utilisation. Ceux qui font l'écoulement des eaux souterraines, c'est des modèles d'utilisation. Voilà. Mais nous, en zone côtière, on dit ça plus d'autres modèles, il y en a beaucoup. C'est bon? Pourquoi? Covid, tu suis? Oui, oui, je suis là. T'as pas de questions? Non, pas pour le moment. Tout est clair. Oui, c'est bon. Donc, tu peux faire un modèle. Ah, pas avec les logiciels puisque j'ai jamais utilisé ça, mais Aux États-Unis, il y a on a plein de, il y a des modèles, hein, là-bas, les Américains ont des modèles, hein, par exemple, bon, les Danois ont Mike 21, il y a Mike 21, il y a ceux qui utilisent Mike 21, souvent, il n'y a pas écrit ici, Mike 21, les Danois, même les Américains ont des modèles ont des logiciels de modélisation, hein, des choses. Les Américains, ils en ont. Les Américains, Mike 21 a beaucoup utilisé les Danois, tout ça. Il y a des chercheurs aussi qui ont utilisé tous les écoulements des eaux, par exemple le Cavalli. Hein, si on veut simuler la propagation du cavalier, par exemple, tel aspect, les Mach 21, c'est des trucs hydrologiques là. Des trucs hydrauliques. Mach 21, c'est un modèle hydraulique. Hydraulique, c'est l'écoulement des eaux. Voilà. Quand on est hydraulique, par exemple, c'est tout ce qui est l'écoulement des eaux. Voilà. Voilà, l'écoulement des eaux, les techniques d'écoulement des eaux, c'est au niveau de l'hydraulique. Mach 21, Mike comme Mike Tyson, Mach 21, c'est les logiciels, par exemple, je crois que c'est les Danois, un Mach. Ils ont construit ce modèle. Donc, il y a des chercheurs qui ont utilisé ça dans le chose. Le truc là, c'est où? C'est tout ça. Délibération. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Donc, voici un peu des outils. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. En fonction des spécificités, même vraiment on est en zone côtière. Si on est dans un estuaire, sur un côtier, généralement, ça tourne tout. Il y a ça, plus d'autres modèles, vous allez voir. Tout ceci, vous tapez sur Google, vous tapez logiciel de modélisation en zone côtière. Vous allez voir ça. Ils vont citer aussi beaucoup, hein. Ils vont citer beaucoup. C'est un gros tellement ces trucs-là. À chaque fois, on améliore. Généralement, ces modèles-là, en général, si vous avez maîtrisé un, modélisation, vous allez que les autres là sont pas trop compliqués. C'est le même esprit, mais en fait, on améliore, en fait. De télémaque 2D à télémaque 3D, tu vois que quand quelqu'un qui a travaillé télémaque 2D, bon, 3D, on dit non, il y a un truc qu'ils ont ajouté là, à peu près de 3D, puis ils ont ajouté beaucoup de relief, je ne sais pas quoi, c'est ça la différence. Si vous utilisez Mach 21, par exemple, qui est hydraulique, bon, vous allez mettre les mêmes, vous allez ça dit que c'est comprendre comment ça fonctionne.
comment ça fonctionne. Sinon, les modèles, quand vous prenez Dev3D par exemple, Dev3D qui est ça c'est hollandais. J'aime les hollandais parce que, voilà, et puis, c'est évident, moi, c'est avec eux que je m'adresse. Donc, effectivement, donc, je les connais, voilà. Ouais, je suis un peu plus à l'aise, naturellement, naturellement. Pas les Français, mais eux. C'est vrai qu'à bon, bizarrement, c'est les Français qui ont les marchés ici en Côte d'Ivoire. Voilà, bizarrement, c'est eux qui, au moment où on parle là, au moment où on fait la modélisation de Grenlaou, le projet de Grenlaou a pris défini par le Banque mondial, c'est les Français qui ont fait la modélisation morpho-hydro-sédiments. Ils ont fait une formation différente. Ils nous ont appelé ici, on a deux ou trois, on a fait la formation, un professeur de l'UFR, on a fait la formation ici, dans le cadre du projet WACA. C'est quand le marché. Bon, c'est toute considération, mais moi j'aime bien le style, le modèle, le style hollandais. Parce que eux, c'est la matière. Eux, c'est la compréhension, c'est consommer le phénomène. Et je sais qu'ils sont dans tout le monde entier, c'est eux que les gens font. C'est la référence, si vous la référence mondiale. Mondiale, en termes de modélisation hydrosédimentaire. Ah non, 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 non. Ça, c'est l'ancien même. D'accord, c'est ancien. Actuellement, ils ont plein de. Si on veut demander en 2023, tous nos amis qui viennent, on dit non, mais absolument, ils sont là. Je vois des formations, c'est comme nous, on n'a pas le temps aussi. On doit toujours aller. Formations, ils sont à la pointe. Eux, ça, c'est leur. Voilà, ça, c'est leur chose. Et moi, c'est pas bien compliqué. C'est pas compliqué. C'est le modèle là. Ce qu'on appelle il y a des thèmes clés, hein, le maillage de la zone. On fait une maille de la zone, les conditions limites, tout ça. Ça, c'est des éléments de tels que vous entendez quand vous allez construire un modèle. Un maillage de la zone, des conditions limites, des conditions frontières. Dans une zone, par exemple, si on a dans la zone, on a Crespo, par exemple, si on est dans les eaux, les mangroves, là, position frontière. C'est-à-dire quelles sont les activités qui sont menées dans la zone concernée. Donc, il faut faire ce qu'on appelle les conditions aux limites. Il faut imposer les conditions dans ces zones limites là pour que tout se passe dans la zone là. Mais il faut s'assurer que tout ce que tu fais là, il n'y a pas une autre chose qui impacte. S'il y a quelque chose qui impacte, il faut aller un peu plus loin. Comme on disait hier, s'il y a quelque chose, si c'est couleur de l'océan, que je veux modéliser couleur de l'océan, et qu'il y a quelque chose, il y a une activité qui peut changer, modifier, je ne me dis pas ça. Ça, c'est dedans. Vous voyez, je fais un modèle. Donc, tout ce qui est celui d'avoir quelque chose, d'avoir un bien dans la zone là, il faut la prendre en compte. Il faut justifier la zone. Il faut avoir les conditions limites. Donc, il y a des conditions que j'impose. Cette zone, c'est dans ça que tout va se passer. Il faut faire un maillage de la zone. Le maillage, il va y avoir des expansions méticuleuses. Les maillages, il y a des mailles rectangulaires, des mailles triangulaires. C'est là-bas souvent les calculs. C'est là-bas que les calculs se font. Allez un peu sur vous pouvez aller sur le site de Télémac, mais sur le site de Dell, vous allez voir un peu prendre des modèles, avoir assez d'informations pour voir des mailles. À quoi ça répond? Parce que c'est des calculs. Un modèle, c'est des calculs. Modèle, c'est des calculs. C'est comme ce que j'ai prévu dans le temps, c'est des calculs qui se font. Dans les nœuds. Dans les nœuds, où tu as maillé, dans les nœuds, c'est des calculs. Ça demande d'avoir plein d'informations. Donc, c'est des choses qu'il faudra, par exemple, pour donner un exemple, comme technique de modélisation, par exemple, ici sur ça, je vois ici un phénomène de submersion marine. Sur dans quelle zone? Bon, la zone, peu importe la zone. Mais le problème ici, on veut créer un modèle de submersion marine. Alors, pour les données à collecter, c'est-à-dire, comme c'est une submersion marine, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, à l'heure actuelle, là? Quelles sont les informations pertinentes qu'il me faut pour construire mon modèle de submersion marine? Parce que je vois ici, je vois des zones, je vois plein de choses, je vois des zones d'études, je ne sais pas où je me trouve, hein, mais je vois ici, je vois l'océan, je vois les lagunes, tout ça, je vois des maisons qui sont ici, je vois des trucs, je vois la route, tout ça, je vois plein de choses. Effectivement, quand on voit les choses comme ça, submersion marine, ça c'est clair. Voilà. Donc, mais je vois zone, choix, route, quoi, servitude, plage, rivage, lac, tout ça. Bon, ça n'a pas de problème. Je mets actuellement, au moment où on parle là, l'étude diachronique. Ça veut dire quoi, l'étude diachronique? Je vous pose la question.
L'étude diachronique, ça veut dire quoi? Oui, oui, je vous pose la question. Hein. Mm-hmm. Ce sont les gens qui se font Oui, parce que en amont et en aval. on me dit passer une carte là. Je vois qu'il y a des, voici une carte, voici le continent, voici la mer. Dans le continent, je vois, voilà, je vois même les choses, hein, je vois la hauteur d'eau, de 0 à 1 mètre, bleu clair là. Je vois qu'il y a la submersion ici. Voilà le continent, voilà le quartier, je vois le lac, il y a des lacs, il y a des lagunes, il y a la mer, tout ça. Voilà. Donc, c'est un modèle de submersion marine. Mais on me dit à l'état actuel, comme tu as dit, il faut avoir une bonne base de données historiques. Étude diachronique, ça veut dire quoi? Quand on a dit diachronique, il y a quel modèle diachronique? Diachronique. Il y a chronique. C'est quoi? Chronique, c'est quoi? Avec le temps, monsieur. Le temps. Le temps, ça veut dire que diachronique, ça veut dire que par exemple, entre deux dates, entre plusieurs dates, c'est diachronique multi, hein, voilà. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en termes de subvention, par exemple, en telle date, soit en 2010 et 2022. Les études ont ces dates-là. Les informations que j'ai ont ces dates. Ce qui concerne montée d'eau, tout ce qui est montée d'eau, tout ça, il faudrait les avoir. En deux dates. Ça peut être en 2000, 2010, en 2010, 2020. L'essentiel, en deux dates, quelles sont les informations que moi j'ai? Et c'est très important les Japonais. Ça veut dire qu'on va faire un modèle, s'il y a une projection future à faire sur un phénomène, que ce soit côtier ou pas, l'étude diachronique sur les montées d'eau. Actuellement, là, montée d'eau, sur tout ce qui est choses là, il faudrait qu'on puisse les avoir, faire des analyses diachroniques. Si tu as le code, par exemple, effectivement, hier on a vu les choses là en 2000. On a vu les DSS en 2015, 2018, il y a eu quoi? 2018, 2019. Il y a eu quoi? 2019, 2020. Il y a eu quoi? Il faut absolument ces informations. Si c'est un modèle de télécom, il faut absolument ces informations. Soit ce n'est pas un modèle que j'ai jamais développé. Non, étude diachronique actuelle, récente, et puis ailleurs, passé aussi. Ça, actuel, récent, et puis passé. Mais diachronique, on veut, voilà, à l'état actuel là, et puis les années antérieures, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les fonctions que j'ai? Est-ce qu'on est modélisé le trait de côte de Bassan? En 2012, quel était le code de Bassan? En 98, quel était le code de Bassan? Donc, c'est le voilà. Faudrait que je vous avoir. L'étude statistique, ça veut dire quoi? Je vous pose encore la question. C'est avoir des données concernant les calculs. La statistique, c'est ça, mais c'est des calculs. Oui, les statistiques ont été faites, les probabilités. Combien de tu suis? Combien de Oui, oui, des calculs, vous pouvez je voir suis là. la faisabilité du. Oui, c'est-à-dire que si par exemple, il y a eu des, parce que il y a eu des modèles statistiques, des calculs statistiques dans les zones. Par exemple, vous savez que dans tout ce qui est statistique, il y a tout ce qui est intervalle de confiance, il y a tout ce qui est les moyennes, peut-être les moyennes des eaux, peut-être que des gens ont fait, c'est nous sommes dans la recherche, hein. Peut-être que les gens ont fait des études statistiques de la zone, peut-être qu'ils ont permis de calculer des moyennes des niveaux de la mer, des moyennes, je ne sais pas, d'érosion dans telle zone, des moyennes dans telle zone. Donc, tout ce qui est statistique de la zone là, ça m'arrange. Il faudrait que je puisse les avoir. Les statistiques, il y a des calculs, des variances qui ont été calculées, des moyennes mathématiques qui ont été calculées, des intervalles de confiance qui ont été calculés, des marges d'erreur qui ont été effectuées. Peut-être que même les études diachroniques là, qui ont été menées là, hier, je parlais des DSAS, des outils qui ont été utilisés, que ici au Curat, on a utilisé. Effectivement, c'est des calculs statistiques. Hier, je parlais, non? Où j'ai parlé des droits de régression linéaire, ou bien des calculs qui permettent de faire la différence entre la date restante, la distance actuelle de trait de côte, actuelle, moins la distance avant, ça récente moins avant sur le temps. Tout ça, c'est des calculs, et puis statistiques, parce que ça donne l'intervalle de confiance,
Ça donne l'information de la précision. Donc, tout ce qui est diachronique, tout ce qui est statistique de ces zones-là, il faudrait que moi je puisse les avoir. Tout ça, ça va m'aider dans mon modèle. Je continue les modèles numériques. Bon, tout à l'heure on a présenté, hein. Alors, les modèles numériques. Si pour la submersion marine, les 20 dernières années, il y a des modèles numériques. Si par exemple les Français ont fait un modèle, par exemple, ici dans ma zone, la zone concernée quelque part, il faudrait que moi je puisse les avoir. Le modèle qu'ils ont fait là, peut-être que c'est un ancien modèle. Comme les choses évoluent vite maintenant, peut-être que dans le modèle qu'ils ont utilisé là, peut-être qu'il y a des paramètres qu'ils ont utilisés. Peut-être que voilà, moi je ferais, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Comme il y a longtemps, peut-être il y a 20 ans, les choses ont évolué, peut-être qu'à l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas tout. Donc, le peu qu'ils ont utilisé là, peut-être comment ils ont fait, comment le modèle a été fait. Quand tu fais des modèles de terrain, des modèles de plage, qu'est-ce qui a été fait là-bas? Quel modèle ils avaient construit en fait? Quels résultats ils ont obtenus avant? Vous comprenez, non? Il y en a tout à l'heure, j'ai montré des modèles de plage, tout ça, sédimentaire, tout ça. Tout ça, ça m'intéresse. Voilà. Parce que maintenant que les modèles ont évolué. Donc, mais le peu que avant ils ont fait là, moi, ça m'intéresse pour que moi je puisse les avoir en fonction de tout ce qui est innovation. Maintenant, moi je puisse faire des prédictions. Donc, vous voyez que c'est important. Tout ce qui est données, les données actuelles, les données passées, les données, tout ce qui se passe, c'est important. S'il y a des évolutions sédimentaires, si c'est un modèle hydrosédimentaire, je ne vais pas faire un modèle hydrosédimentaire sans avoir les évolutions sédimentaires de la zone concernée, ce qui s'est passé avant, c'est même pas possible. Est-ce que le volume de sédiments a évolué les 10 dernières années? Quelle est la quantité de sédiments qui est disponible dans la région de Fresco ou dans la région de Sassandra? Quelles sont les études sédimentaires qui ont eu lieu dans cette zone-là sur les 20 dernières années? Si je passe ça, quel est le bilan sédimentaire? Est-ce que le bilan était positif? Est-ce que le bilan était négatif? Le bilan sédimentaire. Si je passe ça, je n'ai pas fait de projection. Si je passe ça, ces éléments-là, il y en a beaucoup, un peu, ça c'est vraiment, ce sont les données historiques. Et je rappelle que les données historiques, je reviens par-dessus, c'est les données historiques, c'est le terrain actuel que je veux faire, plus les données historiques, données anciennes. Ça, je vais chaque fois là-dessus. Vous voyez, s'il y a un souci, quelqu'un travaille sur un modèle, et quand on pose la question, vous dites non, mais j'ai fait les données aujourd'hui, et puis je n'ai pas pris en compte ce qui est passé, c'est pas bon. Donc, c'est le terrain que je fais actuellement, et je me sers des données passées. Ça peut être sur 20 ans, en prenant la souvenir des données, si les sites, par exemple, sur lesquels je travaille, le site a été créé il y a 20 ans, voilà, moi, ça m'arrange. Donc, c'est des informations qui sont très, très, très capitales. Je crée un modèle. Je la prenais sur mon modélisation. Sur mon modélisation, il faudrait faire, si vous voulez, la modélisation, c'est la pointe de la science. La modélisation, en fait, c'est la pointe de la science. Dans nous, dans le travail qu'on fait là, quand on est à ce niveau-là, c'est un peu la pointe. Il n'y a pas d'études qui dépassent la modélisation. Non, mais il n'y en a pas. Quand on arrive là-bas, voilà. Au début, on fait le diaconie, là, voilà. Donc, on arrive donc, pour un modèle, bon, là, on parle de la pointe maintenant. Il n'y a pas d'études qui dépassent ça. Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, bon, s'il y a quelque chose, ça toi, on va demander. S'il y a quelque chose, ça toi, on va demander. Parce que là, où tu arrives là, parce que quand tu fais un modèle, tu peux tout, tu as l'aise, tu as toutes les informations, tu peux tout gérer, tu peux tout prévoir. Parce que le modèle, si on est en 2025, avec le modèle, tu peux prévoir, par exemple, le niveau de pluie, par exemple, en 2025. Ou bien le niveau d'érosion dans ta zone. Ou bien comme je travaille sur les mangroves à Fresco, à cause de mon modèle. Quand je construis mon modèle, ce que j'aime maintenant me donne la prévision sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans plus tard. Donc, s'il y a quelque chose, on va l'évaluer. Après, ma tout ça, on va l'évaluer. Il y a construit quelque chose. Le modèle est là. Avant de rentrer, les données maintenant varient pour ce que je recherche. Si je recherche le risque de pollution dans 3 ans, c'est dans mon modèle. Si je recherche les risques d'érosion, à quel niveau d'érosion, par exemple, la côte de Fresco, le niveau d'érosion de la côte de Fresco en 2027, c'est dans mon modèle. Donc, à ce niveau-là, s'il y a un coup de décision, s'il y a quelque chose à prévoir, s'il y a un projet dans la zone qui va se faire l'année prochaine, une attention, il y a quelqu'un qui a conçu un modèle de la zone là, il faudrait qu'il voit d'abord, parce que il faudrait qu'il introduise son modèle pour voir, comme votre projet c'est dans 2 ans, qu'est-ce qui pourrait arriver là-bas?
Je sais pas si tu comprends. Hein. Mais c'est comment, c'est ça, les Européens, les Blancs, ils sont. Voilà. C'est voilà. Et puis, voilà où ils sont. C'est ça. Voilà le niveau de développement. Imaginons qu'après, il y a un projet de 5 milliards, presque en 2025. Un projet de 2 milliards, le côtier, c'est des milliards, le côtier, c'est des milliards. Mais, alors que quelqu'un a construit un modèle, il sait à peu près comme le modèle est propre, le modèle est de précision. Il a conçu le modèle, tous les éléments qu'il faut. Et il a fini, il a pris assez d'éléments historiques, plein de données, 34 ans en arrière. Donc, c'est vrai, on a 2025, mais on sent que ce qu'il a conçu là, on pourrait être très proche de la réalité. Donc, quelqu'un comme ça, là, il est à l'aise. Ah, attention, il voulait mauvais en 2025 là. Parce qu'il a, la démographie. Il connaît, en 2023, il connaît la population en 2023, la zone. Il connaît par exemple le nombre de pêcheurs en 2023, il a ça. Parce qu'il a fait enquête de terrain. Il a fait le terrain, il connaît le nombre exact de pêcheurs dans la zone. Il connaît le nombre exact de mareyeurs, les mareyeurs, c'est une des poissons de la zone. Parce que c'est un projet de mangrove, par exemple. On veut modéliser un projet de mangrove. On veut voir, par exemple, on veut faire un planting de mangrove. Il y a un projet de plan de mangrove en 2025. Lui, certes, les pêcheurs de la zone, là, il a tout pour l'eau, il a tout ça. Il est allé voir les populations, là, dans la zone, les pêcheurs, il a le nombre. Ceux qui vont la pêche lagunaire, la pêche continentale, il a le nombre. Les Ghanéens, les Libériens de la zone qui vont faire la pêche en mer, il a le nombre. Il a le nombre de mareyeurs, la zone, et il a la population de la zone de Fresco. Lui, il fait une prédiction déjà de la population en 2025 de Fresco. Lui, il sait qu'en 2025, par exemple, si les mareyeurs étaient 100, en 2023, 100, avec la pression, il y a ce qu'on appelle les facteurs d'augmentation, on appelle ça. Il peut prédire, par exemple, je sais qu'en 100 mareyeuses en 2023, je m'attends peut-être à 125 mareyeuses en fonction de la dynamique de la zone, tout ça. Il sait à peu près le nombre de mareyeuses en 2025. Il sait, il fait des prédictions, il peut prévoir 2025, de ça, ça. En fonction de ça, il peut voir les risques, par exemple, sur les mangroves, par exemple. Il connaît la surface actuelle des mangroves, tout ça, alors qu'on a un projet de planting, tout ça. Donc, lui, il peut aider à toute décision. Il peut guider à toute décision. Il peut être à l'aise, il peut dire attention, le projet c'est très bien, certains vous pouvez investir, hein, mais attention à ce risque, attention à ce risque. Mais attention à la montée des eaux, parce que c'est vrai que vous faites la mangrove, mais cette zone-là pourrait être affectée par la pollution, par exemple. Vous avez choisi de faire la mangrove ici, votre projet, j'ai vu votre projet 2005, la mangrove est ici, mais les prévisions me font dire que cette zone-là, avec toutes les activités, puisque en amont, il y a les activités agricoles. Les gens ont utilisé beaucoup de. Il y a plein de pesticides là. Donc, voici le niveau de pollution de ces zones-là sur la zone où vous voulez faire votre planting. Or, cette pollution pourrait nuire aux poissons qui pourraient venir se reproduire dans la zone des mangroves. C'est vrai, on fait un planting, mais c'est pollué, bon, les poissons ne vivent pas dans la zone polluée. Même si vous voulez faire du planting de poissons. Les mangroves, c'est des sites de reproduction des sites de pontes, en fait. Mais s'il y a des métaux lourds, alors que dans la zone, lui, il a vu tout ça dans son modèle. En 2023 déjà. Donc, comme tu dis là, effectivement, les Blancs, eux, dans chaque secteur, il y a toujours, c'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup, ils ont tous cette information, de sorte qu'ils ne peuvent pas, quand ils font un projet, c'est clair. L'investissement est propre. Ça dit, prendre toutes les dispositions, toutes les précautions pour aussi l'investissement qui aura lieu. Mais si on ne fait rien, on n'a aucune information. On se réveille un matin, bon, parce qu'on fait, on veut créer un truc ici là, on veut stabiliser l'embouchure de la zone là, on veut stabiliser, alors qu'auparavant, on n'a pas construit les motifs. Donc, on va attendre 2025, c'est là où on va faire tout ça. Alors qu'en avant, on aurait pu prévenir, oui, attention, s'il y a des risques, on pourrait venir dans ce côté-là qui est chose, et non ici, parce que ici, parce qu'il y a des trucs à pourrait, donc, il ne faudrait pas qu'on perde l'argent, c'est le gros investissement, c'est tout ça. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Ce où on veut arriver, le futur, les programmes basés sur l'extraction des tendances passées, les modèles numériques, météo, tout ça. C'est ça. C'est ça le modèle. C'est ça construire un modèle. Ça veut dire qu'il aide à la décision. En quoi est-ce que, parce que quand le modèle est bon, je peux tout prévenir. Quand mon modèle est conçu, quelles sont les informations qu'on me demande. Un peu comme quand on fait quand vous avez la base de données dans SIG, quand vous avez ArcGIS, quand vous avez votre appareil militaire, par exemple, et puis quand on fait les recherches spatiales.
Quand la base, vous avez non? Oui, c'est ça. Voilà. Quand j'ai ouvert quand j'ai ouvert mon QGIS, j'ai là, toute l'information, analyse spatiale, tout est dedans, et puis je vais savoir, par exemple, je vais faire des requêtes, attention, par exemple, il y a combien de personnes, ou bien, je ne sais pas, combien de personnes seront, si c'est un truc de palu, par exemple, combien de personnes seront frappées par le palu d'ici 2025, par exemple. Ben, d'ici, donc, parce qu'on masque les données d'information, moi je mets la formule dans la requête là, je mets, puis ça me sort les éléments d'information qu'il faut. C'est ça. Donc, c'est parce que je m'entends à est là, et j'interroge ma table avec une formule. Ça me sort ce que moi je cherche. Si on me demande, dans ma table attributaire, c'est les maisons qui sont là, tout ça, avec les distances des hôpitaux, tout ça, les maisons, les gens vivent là, les hôpitaux, les dispensaires, les distances. Moi, je veux savoir, par exemple, les localités qui sont situées à une distance inférieure à 500 mètres, par exemple. 500 mètres de l'hôpital, par exemple. Quand j'introduis, donc, quelle que soit l'information qu'on me demande, ça, les requêtes, je te sors pas, et j'ai mon le modèle, c'est ça aussi. Quand j'ai conçu mon modèle, tout est là. Et en fonction de ce qu'on me demande, là, moi, je suis à l'aise pour prévenir, je suis à l'aise pour dire attention, voilà ce qui pourrait arriver. Alors, c'est extrêmement important. Pourtant, ça, si je reviens là-dessus, parce que ceux qui vont faire, ici même ceux qui vont faire une thèse, seront confrontés à ça, ils seront confrontés à ça. Alors, un modèle, justement, après tout ça, un modèle, il est toujours validé. Avant de faire la prédiction, avant de faire quand je construis un modèle, j'ai toutes les infos sur le modèle, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a dit là, j'ai tout. Avant d'interroger le modèle, avant de faire quoi que ce soit, quand il est conçu, il est prêt, les informations sont dedans, historique, diachronique, c'est là. Avant de dire que dans 5 ans, 10 ans, avant d'interroger le modèle, il y a ce qu'on appelle ce modèle qui est prêt là, il faut déjà le valider. Il faudra le valider. Alors, comment on le valide? Voilà. Il faut le valider. Effectivement, la validation, si vous voulez, avant de faire les projections, c'est le dernier élément, le valider. Mais le valider, puisque vous avez fait un truc numérique, vous avez fait un truc, c'est vrai qu'il y avait nécessité d'informations, il y a toutes ces informations. Le valider, en général, le modèle, comment on le valide? En général, on le valide conformément avec soit un phénomène qui a eu lieu. Réellement. Qui a eu lieu réellement, par exemple. Si ce que moi je fais, c'est un modèle d'investissement d'hydrocarbures, par exemple, et que j'ai conçu mon modèle avec toutes les informations, par exemple, ou bien je laisse par exemple, je vais par exemple les inondations, comme il n'est pas là, je vais les inondations. Par exemple, si je fais un modèle de submersion ou d'érosion, on va dire ça comme une érosion, j'ai toutes les informations, les événements passés, les calculs, ça c'est bien, on a dit. Je sais par exemple qu'ici en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu une inondation en chose. Ou bien, je vais pas loin, je prends le cas de Passat. J'ai fait mon modèle, tout est bon, j'ai toutes les informations. Je vais le valider. Or, je sais qu'en 2023, là, au moment où on parle, en 2023, là, il y a une inondation pluviale à Kermassam. Pour le modèle, c'est un petit problème. Les données actuelles, les données actuelles, les données de précipitation, les données de l'écoulement du fleuve, la propagation du fleuve, tout ce qui se fait, tout ce qui se vit actuellement, les difficultés qui sont rencontrées à Bassam aujourd'hui, et les zones sont inondées là, c'est vraiment plus vraiment de valider le modèle. Si je fais un modèle d'inondation, inondation côtière, inondation fluviale par exemple, j'ai mis tout ce numérique, tout ça, c'est évident, alors qu'il y a un élément clé, il y a un élément qui est fait, il y a un élément qui se vit actuellement à Grand-Bassam, cet élément-là, il y a des données là-dessus. Parce que je connais les pluies qui ont eu la période en 2023 qui ont occasionné l'inondation à Bassam. Les données sont là. On peut les avoir. Donc, mon modèle, il est numérique. Jusqu'actuellement, il est numérique. Il est tout. Je le confronte aux données réelles, les indices, les données repères, les données qui sont là actuellement, je les confronte. Pour voir la marge d'erreur
entre le modèle numérique, tout ce que j'ai conçu avec les données anciennes, tout ça, que j'ai tout ça, tout ça, avec ce qui se vit réellement. Je comprends. Oui. Mais si je n'ai pas un événement qui s'est passé, un événement récent qui s'est passé, comment est-ce que je peux valider? Alors, sur oui. les données anciennes. Oui. Une ancienne qui est déjà arrivée. Oui. Si on dit, supposons qu'à Bassam, il n'y a pas eu de donation. Je peux dire, par exemple, ma première photo de 2018. Ma photo de 2018, où il y a dit non que c'est la même chose qui s'est passé là. Moi, je parle de 2018. 2018. Ou bien, je sais par exemple qu'en 2011, ça c'est inondation, le fleuve, hein. Submersion marine. En 2011, ici, les environnementalistes, tous ceux qui travaillent dans le domaine côtier, savent que c'est ce qui a déclenché même tout ce qui est gestion des zones côtières en 2011 ici encore, parce qu'en 2011, avant il y a des tempêtes qui ont submergé les côtes de Port de Bassin. Août 2011. Août 2011. Et 2014. C'est submersion marine. Ça veut dire que tout est donné que moi j'ai là. Oh, août 2011, les données sont là. Je peux aller exactement, je n'ai qu'à rentrer sur le site du show pour sortir les données de marée de 2011, je vais les avoir. Les données de vague de août 2011, je les ai. Les données de vent, je les ai. S'il y a le courant sur ça, puis je compare à tout ce que moi j'ai fait. Moi, c'est ce qui est fait dans ma thèse, sur M. Marine. Effectivement, dans le modèle là, j'ai comparé à ce qui s'est passé 3 août 2011. J'ai fait en 2014. Parce que c'est des éléments de bien. C'est en 2011, justement, même que le gouvernement a pris des décisions pour engager, voir ce qu'il faudra faire pour protéger la côte. Parce que les gens, il y avait presque des morts, hein, c'est parce qu'il y avait des morts, les gens ont tout perdu en 2011. La tempête de 2014, les gens ont quitté oui, les beaux-arts, tout ça, les gens ont quitté. Les femmes, les mariages qui vont naître, ils ont tout perdu, laisser les maisons, laisser tout ça. Je ne connais pas une d'autres, mais plein de dégâts matériels. Le gouvernement a dit, c'est comme ça, pas de discussion qui voudra créer des comités de gestion des risques côtiers, comités ici, du SIREC, tout ça. Donc, vous voyez le modèle là, il y a quelque chose. Ça fait une image, ça peut être. Si je n'ai pas donné, question très bonne, très belle. Si j'ai pas, supposons que je n'ai pas eu aussi, il n'y avait rien en 2011. Il n'y avait rien en 2011. 2018, il n'y avait rien. Bon, j'ai fait un modèle, il n'y a rien. Souvent, on dit bon. Mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, parce que si on t'a donné, si on demande de faire un modèle de choses, c'est pas il y a un problème. Il y a toujours un événement réel. Il y a toujours un événement qui fait que, parce qu'en fait, le modèle répond à quelque chose. Donc, quand tu fais tout ce que tu vois là, pour le valider, il y a quelque chose d'existant. Il y a un phénomène. Il y a quelque chose. Ça fait sur le véhicule tous les jours. Ça fait sur les données qui sont utilisées. Ça fait même sur les bases satellitaires. Moi, je peux prendre une image, comparer des images, voir le relief des images, et puis je vois un glissement bizarre à terrain. Je vois peut-être au niveau des côtes, même au niveau des l'érosion, au niveau du trait de côte, par exemple. Je vois le trait de côte il y a 15 ans. Je fais, pardon. Puis, on a le trait de côte est allé comme ça. Ah, tu vois, le trait de côte 2008, tu vois. 2009, c'est un peu collé, 2010, c'est un peu collé. Et puis, 2011, le trait de côte est allé comme ça. Donc, on ne m'a pas informé. Peut-être que j'ai entendu qu'il y a un phénomène là-bas, mais moi, avec l'image qui est là, tu vois, non? Donc, ça, en tout cas, pas de modification. Si tu n'as pas de là, le livre est bien. C'est la validation te donne, tu permet de voir les cas, tout ce travail que tu as fait là. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que le modèle est bon? Le modèle peut être faux. S'il y a un gros écart entre ce que tu as fait et ce qui est fait en réalité, ce qui a été effectué en réalité, c'est pas bon. C'est les prévisions que tu vas faire là. Donc, je suis obligé de valider mon modèle avant d'interroger quoi que ce soit dans le modèle de prendre une décision. Avant d'interroger quoi que ce soit dans le modèle de prendre une décision. Valider mon modèle.
ce terme-là, il faut l'écrire en rouge. Si je n'ai pas fait ça, bon, le ministre m'appelle pour valider mon modèle. Et pour valider le modèle, il y a toujours un repère, il y a toujours un phénomène. Ça peut être du vécu, ça peut être sur des images, ça peut être sur ici, ça peut être des informations. En général, voilà, il y a toujours un repère. Voilà, toujours un repère. Parce que le modèle, la relation te permet de faire, de confronter ce que tu as fait à ce qui a été vécu pour voir la marge de l'heure, le niveau de confiance. En général, quand c'est à plus de 95% de confiance, c'est l'intervalle de confiance, 95% de le modèle est bon. Ouais, c'est un peu statistique. Moi, on valide là-dessus les plans statistiques. Valider là. C'est le modèle, les données, le vécu, tout ça, avec tout ce que moi j'ai construit là. Forcément, il y a des éléments de mon modèle. On fait des graphiques. Modèle, variation du modèle. Variation de l'existant, par exemple, ce qui est vécu. Intervalle de confiance. Marge d'erreur. Intervalle de confiance. Il m'a de 60%. Il faut le demander. Non, il faut le demander. Ouais. Alors, tu vas prédire quoi? Tu vas prédire quoi? Toi, on peut t'interroger sur le projet de 50 milliards de l'année prochaine. Ton modèle va valider. Ton modèle va valider. Tu vas prédire quoi? Ton modèle va valider, c'est pas fort. Donc, les données que tu as mises dans ça, il faut les voir. C'est ça. C'est une précision. Comme ça, attention aux données que tu mets dans le modèle. Il y a ça. Ou deux, vous pouvez faire deux modèles différents. Il y a deux modèles. Parce que ce que tu as dans le modèle là, c'est que tu vas, c'est comment interroger, ça donne le résultat. Hein. Avec le résultat faux. Quand tu fais un modèle, tout ce que, quand tu as marqué là, ce que tu mets, quand tu interroges là, quand tu mets des quêtes, ça donne le temps, non? Donc, c'est que, donc, ça, regarde si c'est faux. Tout ce que tu interroges là, c'est que tu es une nation, et à cause de quoi, fausser un projet. Avec le contraire, les investissements côtiers, c'est des gros investissements. Il y a des gens qui viennent de côtier qui est 500 millions, c'est des milliards. Là, on te voit, c'est du projet d'avoir venu faire le venir pour aller voir. Il a mouché les dents à même. Ah, même pour ça, il a pas la mise à vie. Laissez-lui. Une condition dans la Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu un projet côtier où c'est 800 millions. Compte. Mais. Il n'y a pas besoin de gars. Donc, comme c'est important, toi, que tu nous, comme c'est toi l'expert, tu nous donnes, tu nous présentes ce que tu as. Et puis on voit ton modèle, ton modèle, c'est pas juste, c'est pas. C'est quand le modèle, quand tu fais, on voit que ça tend vers la réalité. Ce qui est vécu en réalité là, c'est là, et c'est à la limite, quelque 97%. On conclut le modèle bon. Comme le modèle est bon maintenant, on peut interroger dans le modèle. Bon désir. Là, ça c'est bon. Oui, il n'y a pas de ça à 100%, il n'y a pas de 0, 100%. Mais quand tu tends vers la réflexion à 95, 87, 90%, on voit effectivement que toutes les données que tu as mis dans ton modèle, c'est des études précises. Tu as connu précis, des études précises. Le modèle, c'est pas tout part de là-bas. Hein. C'est tout ce que tu as mis dans ce modèle, tout part de là-bas. Hein. Tout part de là-bas. Donc, c'est les autres que tu as mis là. Quand tu as les images, ça n'est pas possible. L'étude diagramique que tu as mise là, c'est quelle étude diagramique que tu as utilisée? Quelle tu as utilisée? Si tu as mis des images même Landsat, actuellement, avant à l'époque, d'accord. Mais si tu as des images, c'est pas de bonne résolution, temporelle, spatiale, donc tu vas les donner à peu près, ça va juste, c'est que la même ici. Ou bien, tu as les données peut-être, tu as travaillé peut-être sur 6 ans seulement, 6 ans. Mais 6 ans, tu vas finir un bon modèle, tu vas faire un bon modèle. Et souvent, et souvent, c'est pas que le problème. Souvent, on n'a pas les données, on n'a pas beaucoup de données. Ça, on n'a pas besoin de prendre, on n'a pas beaucoup de données. Ah, mais c'est ça, il faut fouiller. Là. Souvent, on n'a pas beaucoup de données, surtout dans nos pays ici. Là. C'est ça que le problème. Et quand on dit, moi, je veux faire un modèle, ah, mais les données datent, c'est les données de 2014. En 2008, mais c'est pas passé là. En 2000, bon, c'est difficile. Là, c'est difficile. Or, quand il y a une bonne base de données,
plus tu as les données historiques, plus tu as l'aise pour faire une bonne prévision, bonne simulation, plus tu fais une bonne base de données. C'est ça en fait. Quand c'est bon, tu valides les données. Comme dit, Oui, monsieur. tu t'es basé quoi même? Sur les mangroves, Les quoi? les mangroves, Les mangroves, hein? oui, Ah, t'as vu les mangroves, vous avez. Mangrove où? au Togo. Ah, t'as vu. Une minute, hein? Un point de d'eau. Non, non, oui, oui, on en pose même. On arrive à faire. Non, mais putain, c'est pourquoi il faut mettre peut-être 15 000 comme ça. Voilà. Non, en fait, c'était les deux, c'était pour faire. C'était compris. Non, en fait, vous pouvez mettre les pas dire aujourd'hui. Aujourd'hui, va qui habille là. Lui a pas dit ceci. Non, ils ont mis en point, il y avait cherché maintenant, ils n'ont pas pu livrer, donc maintenant, encore, il est à pas chercher. Non, mais plutôt, c'est pas maximum, c'est 10 euros, c'est ça, 1 kilo, c'est plutôt, ils n'ont pas, ils ont 2 kilos, ça fait 20 euros, peut-être 15 000 comme ça, donc il faut mettre 15 000 à côté comme ça. Oui, c'est dernier point, elle va prendre, oui, elle va prendre, t'inquiète pas. Moi, mais j'aime que venir comme je le fais. Quand elle est là, elle a mis un plan, elle-même l'a choisi. Ah, oui, je pourrais. Il y a une mettre à l'époque. Vraiment, ça m'a pas parti quand il était d'accord que ça marche. Ouais. Déjà, comment on appelle l'enregistrement pour relancer? Comment je le. Il arrête, non, arrêtez. Non, il va arrêter le partage. Il y a plus ça. Mettre. Ouais, je vois. Suspendre l'enregistrement. Vous pouvez arrêter l'enregistrement.